Et en fait, ce lien social, on se rend compte que ça permet aux jeunes... Enfin, c'est un peu compliqué à dire de cette manière, mais disons que être inséré socialement permet d'ouvrir des perspectives et redonne envie à ces jeunes de faire des efforts pour construire un projet et pour s'insérer, absolument. Là où, avant, en fait, ils nous l'ont dit, hein, c'est quelques jeunes avec qui on devient potes, ils nous disent, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai un pote comme toi. Moi, j'ai déjà des jeunes qui m'ont dit ça, et quand tu dis, un pote comme moi, ça veut dire quoi ? C'est un pote qui n'est pas placé en foyer, qui n'a pas sa famille qui a rejeté, qui n'est pas en situation de grande précarité à moitié dans la rue. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Daphne. Aujourd'hui, autour de la table, on a Damien. Salut Damien. Salut Sophie. Tu es Head of Sustainability chez Daphne. Et on a Louis Falga qui est cofondateur de Chapitre 2, une asso qu'on est ravis de soutenir avec Daphne. Salut Louis. Salut Sophie, salut Damien. Salut Louis. Alors Louis, tu as un super parcours. Tu es depuis 5 ans à la tête de Chapitre 2, une asso qui a fusionné avec une autre asso qui s'appelait Avant Tirelire d'Avenir. On va y revenir. Juste pour présenter Chapitre 2, pour poser les bases, c'est une association qui vient en aide aux jeunes entre 18 et 25 ans en fracture familiale pour éviter qu'ils tombent à la rue. C'est des personnes du coup qui sont en situation de grande vulnérabilité. Vous les aidez par plusieurs programmes. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le sujet et le projet, toute la mission, etc., tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, quel est ton parcours perso, etc. Ouais, carrément. Déjà, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc, je m'appelle Louis, j'ai 33 ans. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Marseille. Aujourd'hui, j'ai 2 chats qui sont un peu comme mes petits bébés. Voilà pour les quelques éléments perso. Mais sinon, à part ça, j'ai un parcours assez classique. École de commerce. J'ai bossé en finance pendant 2 ans dans une boîte qui s'appelle Amundi avant de quitter le salariat parce que j'avais envie de faire autre chose. Qu'en fait, j'ai toujours su que j'avais envie d'entreprendre, que c'est même la raison pour laquelle j'ai fait du commerce à la base, et que dès que j'ai pu le faire, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. En fait, dès que j'ai remboursé mes emprunts étudiants, assez rapidement, j'avais la chance d'être bien payé à la fin de mes études, donc j'ai très rapidement remboursé mes emprunts étudiants, et dès que ça a été fait, j'ai quitté mon boulot. Et en fait, sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Donc là, on est en 2018. Je quitte mon boulot chez Amundi et je rentre à Paris parce qu'à ce moment-là, je suis basé à l'étranger, en Italie, à Milan exactement. Et je rentre à Paris, je bosse sur un premier projet entrepreneurial avec une associée. C'est une petite marque de vêtements et on était dans le Sentier d'ailleurs. À 2 pas. À 2 pas de chez vous. Donc le Sentier, c'est un lieu un peu particulier pour moi parce que j'ai d'abord monté ce premier projet. On a monté une marque de vêtements donc avec une pote. Ça a duré 1 an. Et ensuite, le premier incubateur où on a été incubé avec l'asso en fin 2019, c'était au School Lab Sentier. Disons qu'entre 2018 et 2019, j'ai passé beaucoup de temps dans le Sentier, donc ça me fait plaisir de revenir là. Et donc voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Je monte ce premier projet d'une marque de vêtements avec cet associé. Ça se passe bien, mais c'est galère parce que la mode, c'est vraiment pas facile. Et surtout, en fait, à ce moment-là, je me rends compte que oui, j'ai envie d'entreprendre, mais ce dont j'ai surtout envie, c'est de me détacher d'une quelconque logique marchande. Que l'entrepreneuriat, c'est absolument ce que j'ai envie de faire. Et ça, je me rends compte à ce moment-là. Mais par contre, que j'ai envie d'entreprendre sans chasser le chiffre d'affaires. Et donc à ce moment-là se met en place la logique de construire un projet plus social. Est-ce que c'est plus dur d'entreprendre dans le milieu associatif que dans le business ? En fait, je dirais que c'est la même chose. Moi, je vois pas de différence entre un entrepreneur à la tête d'une boîte et un entrepreneur à la tête d'une asso. Nous, par exemple, on a su qu'on allait choisir le véhicule association au bout de quasiment 12 mois à travailler sur le projet, 12-18 mois à travailler sur le projet. Et pendant longtemps, on s'est posé la question. La logique est la même. C'est-à-dire que nous, notre enjeu dès le départ, ça a été de trouver un marché
comprendre les acteurs qui gravitaient autour de ce marché, en fait, le couple besoin-solution, auquel tout entrepreneur doit vouer un culte absolu, c'est le même quand on est entrepreneur à la tête d'une boîte et entrepreneur à la tête d'une asso. Tu as un besoin, un problème auquel tu fais face, et tu dois le résoudre, et trouver ta place dans cet écosystème qui permet de résoudre ce besoin. Après, il y a évidemment des différences. La logique marchande en est une. On ne vend plus. Moi, je ne vends pas de produits, mais en fait, en réalité, je vends des projets et je vends des jeunes. C'est-à-dire que moi, mes clients aujourd'hui, ce ne sont pas d'autres entreprises. Je ne travaille pas en B2B, mais d'une certaine manière, je travaille un peu en B2B quand même, parce qu'aujourd'hui, moi, mes clients, c'est l'État, les collectivités. Et donc, je suis en permanence en train d'essayer de leur vendre des projets qui leur permettent à eux d'atteindre leurs résultats de politique publique. En fait, c'est ce qu'on est en tant qu'association. On est opérateur d'une politique publique. C'est notre rôle. Et donc, nos clients sont ces acteurs publics. Donc, en fait, c'est un peu la même logique. Et quand tu t'es lancé avec Benoît, vous connaissiez un peu tout cet écosystème de l'ESS ou c'était complètement nouveau ? Alors, l'ESS, oui. La fonction publique, pas du tout. L'ESS, oui, parce qu'en fait, moi, depuis... je suis rentré en école de commerce en 2011 ou quelque chose comme ça, et j'ai découvert Make Sense et le monde de l'entrepreneuriat social à peu près au même moment où je commençais mes études en école de commerce, et ça m'a inspiré. En fait, je m'en suis rendu compte qu'après, c'est-à-dire que moi, mes études, j'étais focus sur je veux gagner de l'argent, travailler en finance, gagner beaucoup d'argent. Je suis allé bosser en finance, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire en fait. Et à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte que ça faisait 5 ans que je m'intéressais vachement à l'entrepreneuriat social, qu'en école de commerce, c'était ça qui m'intéressait, en fait, que je bossais pour devenir financier, mais qu'est-ce qui m'intéressait dans la logique entrepreneuriale et business, c'était l'entrepreneuriat à impact. Et donc... T'as dû quand même tester et aller chez Amoudi pour te rendre compte qu'en fait, c'était vraiment pas ça, quoi. Ouais, absolument. Mais bon, après ça, là, on rentre dans un truc un peu perso, mais je voulais faire chier mes parents, qui sont des gauchos et qui m'ont toujours dit non, tu n'as pas ta place ni en école de commerce, ni en finance, donc je voulais bien les embêter. Jusqu'au bout, t'as tenté. Quand je suis arrivé en école de commerce, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire qui va le plus les embêter possible Mais après, je vous dis ça comme ça en rigolant, mais c'était pas aussi explicite. Mais disons que je sais qu'aujourd'hui, je sais que c'était ça un peu qui m'a drivé, cette espèce de rébellion nulle. Et en fait, une fois que j'étais vraiment adulte, autonome et que je gagnais de l'argent, bah là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas toi du tout, et que t'as fait des choix en contradiction et qu'en fait, c'était pas les bons, mais que t'avais quand même des choses qui t'animent vachement depuis toujours, et c'est vers ça qu'il faut aller. Donc l'ESS, oui. J'avais une vision assez claire de ce qu'est l'écosystème de l'ESS à Paris à ce moment-là. Mais la fonction publique et l'administration publique, t'as découvert un univers... mais un univers totalement parallèle, riche, foisonnant, mais extrêmement complexe. Et alors, revenons peut-être un peu à l'histoire de chapitre 2. Comment c'est né, avec qui c'est né, on a évoqué Benoît, la mission, l'ambition. Ouais, le point de départ, c'est la rencontre entre Benoît, le cofondateur de l'asso, et moi en 2018-2019. À l'époque, on est tous les deux en train de se lancer respectivement, alors qu'on ne se connaît pas, sur un projet d'entrepreneuriat social qui viserait à aider les personnes de la rue, mais sans vraiment savoir ce qu'on va faire. On sait juste que c'est ces personnes-là qu'on a envie d'aider, on est chacun dans notre coin et on commence à se lancer. Et en fait, on se rencontre via Make Sense, donc, qui est un acteur assez incontournable de l'ESS à Paris et de l'entrepreneuriat social à Paris. On participe à des événements, c'est le moment où tu lances le projet, donc tu fourmilles, tu rencontres plein de gens, tu participes à plein de trucs, etc. Donc on se rencontre avec Benoît et on se rend compte à ce moment-là qu'on a la même cible, mais surtout qu'entre nous ça match de ouf, que en fait tu vois, la première fois qu'on s'est rencontrés, on n'a presque pas parlé du projet, de nos projets respectifs. On a bu une bière sur les quais de l'Arsenal, juste devant les bureaux de Make Sense à Paris. Et on a passé 3 heures à refaire le monde, à parler revenu universel, communisme, répartition des richesses. Il y avait 2 petits Karl Marx sur le bord du quai de l'Arsenal ce soir de juin 2019, où je ne sais plus quelle était la date. Mais en fait, on se rend compte à ce moment-là qu'on a une vision assez similaire de la vie, qu'on a aussi des histoires similaires, perso, avec des schémas familiaux similaires, avec une espèce de rage en nous qui vient de notre histoire perso et qui, en fait, et ça on a pris plus de temps à s'en rendre compte, mais qui vient de racines similaires aussi.
Donc à ce moment-là, on sent qu'il y a un espèce de truc qui se passe. Moi aujourd'hui, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé une rencontre comme ça. Hein. Un coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre. Nous, on en parle en tant que tel. On le dit souvent avec Benoît que c'est un coup de foudre entrepreneurial. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, Benoît, c'est pas un pote. Je le considère pas comme un pote. C'est mon frère et je serais prêt à aller à la guerre avec lui et pour lui et je donnerais ma vie pour ce mec-là. Mais c'est plus qu'un pote, tu vois. C'est un mec avec qui je change le monde. Enfin bon, ça c'est très beau. Ça paraît un peu ambitieux. Tous les associés pouvaient avoir des éloges comme ça. De leurs cofondateurs ou co-associés. C'est magnifique. Ouais, on a une relation de ouf. Moi, je la chéris tous les jours. Je suis extrêmement grateful, pardonnez-moi, j'ai pas le mot en français, d'avoir trouvé Benoît et d'avoir cette relation-là dans ma vie. Ça l'a clairement enrichi. Enfin, c'est un truc de ouf. Et donc, vous créez Chapitre 2, enfin, Tirelire d'avenir, du coup, à l'époque. Et tu nous le disais en off. Ouais. Donc, en fait, on se rencontre. On prend conscience à ce moment-là qu'on a envie d'aider les gens de la rue, mais qu'on les connaît pas. Et donc, on se dit, la première étape, c'est de les rencontrer, ces gens-là, et d'apprendre à les connaître. Donc, on passe quelques mois sur le terrain, à Paris, dans la rue. Place de la République, à Stalingrad, en gros tous les hotspots de la vie parisienne où tu peux trouver des gens qui dorment dehors et qui restent dehors. Nous, de manière très, très naïve, on va les voir, on passe du temps avec eux, on fait la manche avec eux, on apprend à les connaître, tout simplement. T'étais prêt, parce que tu sors quand même d'Amundi où t'avais une vie bien stable, t'étais prêt pour ce choc ? Ouais, j'étais prêt parce que... Et est-ce que tu as été surpris ou c'était comme tu l'imaginais ? Ouais, je pense que j'étais prêt parce qu'en fait, j'ai toujours été très curieux et j'ai toujours aimé faire les trucs que les gens faisaient pas. Ça, c'est encore mon côté un peu rebelle, tu vois. Mais par contre, il y a une appréhension. Il y a forcément une appréhension, mais moi, de sentir que je suis en train de faire un truc que personne ne fait et que personne ne prend le temps de faire, ça me motive tellement que l'appréhension se lève et que je suis juste en mode OK, au charbon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se dit avec Benoît, OK, on va aller rencontrer ces personnes-là et notre but, c'est d'apprendre à les connaître, de comprendre les parcours et d'identifier les facteurs les facteurs systémiques qui font que ces gens sont à cet endroit-là. Et on se lance. Et donc, à ce moment-là, on est au charbon et en plus, on est deux. Tu vois, donc, ça facilite quand même vachement le truc. C'est-à-dire que la plupart de ces... Et on le fait chacun de notre côté, mais on le fait aussi pas mal ensemble. Donc, tu sais, quand tu vas voir un groupe de mecs, il y a 8 mecs place de la République avec leur bière et leurs chiens. Si tu vas seul, c'est clairement déstabilisant. Quand tu es à deux jeunes mecs de 25 ans, enfin, ça passe plus simplement. Enfin, moins d'appréhension parce qu'on était dans une vraie logique de OK, on est dans un combat qui est le nôtre, qui est qu'on veut faire un truc pour la précarité, pour combattre le sans-abrisme, et il n'y a rien qui va nous empêcher de le faire. Et tu vois, Benoît, il s'est battu, par exemple, dans la rue. Genre, un soir, ça se passe mal. Il est avec ce groupe de potes qu'on connaît. Il y a un mec qui est devenu un super pote qui s'appelle Gary. Et Benoît est avec Gary. Et en fait, à ce moment-là, il y a d'autres mecs qui arrivent, etc. Et Benoît, il se prend une droite et ça part en bagarre. Donc, c'est pas un exercice facile et qu'on conseillerait à tout le monde. Il s'avère que nous, à cette époque-là, c'était ce qu'on avait envie de faire. On était ravis de le faire. Donc, on n'a pas trouvé de difficulté particulière à cet exercice. Mais est-ce que le fait d'y aller, tu sais, un peu désinhibé, sans peur, avec cette ambition, ça fait aussi que, en fait, t'arrives plus à approcher les gens et du coup, eux, ils se sentent moins aussi, peut-être, je sais pas, sur la défensive et du coup, ils t'acceptent. C'est sûr, et puis surtout, nous, on vient pas en leur disant on va vous aider, on vient en leur disant on va parler. Ouais, on est curieux de savoir qui vous êtes. C'est vous qui allez nous aider. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en fait, au départ, on n'explique même pas qu'on a un projet entrepreneurial, etc. Ça, c'est à des millions de kilomètres de leur considération. Ils ne comprendraient même pas, tu vois. Ouais. Mais juste, on montre de l'intérêt sans être explicite et sans annoncer. Alors voilà, là, on va vous faire des interviews, etc. Mais juste, on arrive, on pose des questions et on s'intéresse à eux. Et du coup, ça marche. Globalement, vous avez toujours été bien reçus. Globalement, on a toujours été grave bien reçus. Après, une fois de plus, faut être prêt à vivre des situations inconfortables. Il faut être prêt... parfois à pas comprendre exactement ce qui se passe. C'est un monde parallèle, le monde de la rue, avec ses codes, avec sa réalité propre, etc. Et par contre, il faut avoir l'humilité nécessaire pour être prêt à embrasser cette logique-là. Et tu vois, moi, j'ai passé des journées entières à suivre des gars, je savais pas où on allait, et ils me disaient « Ah, mais viens, on va aller voir tel mec, il est là-bas. » On marchait pendant 2 heures entre Gare de l'Est et Bastille, puis on arrivait, et ils me disaient « Ah, mais non, j'ai un autre pote qui est à Châtelet. » Et on repartait à Châtelet, et je passais la journée à me balader avec des gars dans Paris. Et en fait, quand tu suis leur chemin, alors déjà,
l'espace urbain, ils le vivent pas du tout de la même manière. Les personnes à qui ils parlent le long de leur trajet, c'est pas du tout les mêmes avec lesquelles toi tu interagirais en tant que personne. Et tu découvres des nouvelles choses. Et tu découvres des nouvelles trucs. Il y a un autre monde. Ouais, tu découvres des nouveaux parcours dans Paris et une nouvelle manière de vivre l'espace public. Ouais. C'est vraiment très particulier. Et mais tu vois, voilà, pas tout le monde, je pense, serait prêt à passer de 10h du matin à 20h une journée à marcher dans Paris avec des mecs qui ont des bières à la main. Et nous, c'était vraiment ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait envie de faire à ce moment-là. Et chaque pas me rendait plus curieux de ce que j'allais découvrir juste après. Et donc on l'a bien vécu. Ça vous a permis de connaître un peu les réalités de la rue avant de vous lancer. Ouais, ça nous a permis de comprendre plein de choses. Ça nous a permis de comprendre qu'en fait, que pas toutes les personnes qui dorment dehors et vivent à la rue ont forcément envie d'en sortir. C'est-à-dire que nous, en tant que personnes insérées, inclus, avec un toit au-dessus de notre tête, etc., on applique un peu une espèce de point de vue un peu condescendant de dire ces personnes, elles vivent de manière marginale et elles aspirent forcément à vivre comme nous, on vit. La réalité, c'est que c'est pas le cas et que tu as plein de gens dans la rue qui ne veulent pas vivre comme nous on vit, qui auraient les moyens de s'insérer, mais n'ont pas envie de vivre ces vies-là. Que ces vies qu'on décrirait un peu comme marginales, eh ben, en fait, elles sont épanouissantes pour beaucoup, et que c'est là qu'eux trouvent du lien, du soutien, de l'amitié, des choses à vivre, des choses dont rire, etc. Et trouvent que nos modes de vie à nous sont chiants à mourir. Moi, ça m'est arrivé régulièrement de rencontrer des gens dans la rue qui me disaient « Moi, c'est un choix et j'aime cette liberté. Là, j'étais à Rennes pendant 3 mois et je repars, etc. » Enfin, voilà. Donc déjà, ce truc-là de dire, en fait, toutes les personnes... Il y en a qui l'ont choisi. Il y en a qui le choisissent ou... Enfin, tu vois, il y a forcément souvent quand même des parcours de vie complexes et chaotiques, mais après... Pour certains, tu as un moment où ce truc-là devient assumé. Et ils se disent, en fait, moi, là, je suis un peu à un croisement dans ma vie où je pourrais faire le choix de fournir beaucoup d'efforts pour devenir caissier et avoir mon petit studio dans Paris et pendant toute ma vie ensuite de faire ça. En fait, non. Je trouve que ma vie actuellement, où je peux passer 2 mois chez un pote à Bordeaux, puis 3 mois sur la route entre Bordeaux et Stuttgart, puis après à Stuttgart, 1 semaine. Et en fait, c'est ça la vie que j'ai envie de vivre. Et même si ça fait de moi, aux yeux de la société, un marginal précaire, en fait, c'est la vie que j'ai envie de vivre. C'est ce qui me convient. Et donc ça, c'est un premier truc dont on se rend compte et qui me fascine pas mal, parce qu'en fait, les gens que tu rencontres dans la rue, ils sont pas chiants, pour le coup. Genre, tu rencontres vraiment des êtres humains avec un bagou, un bagage et des personnalités qui sont absolument exceptionnelles. C'est pour ça aussi que nous, on prend du plaisir là-dedans, parce qu'en fait, tu te fais pas chier, quoi. Et ils ont des histoires de vie hyper fortes. Des histoires de ouf, des personnalités incroyables, rocambolesques, hautes en couleurs. C'est pas plat, quoi. C'est pas plat, et t'as vraiment des gens particulièrement vifs, intelligents, avec une vraie vision politique et idéologique de la société. Tu vois, c'est ça, ces personnes-là, c'est pas que subi. Il y a parfois ce truc politique de se dire, en fait, moi, je refuse la société telle qu'elle est construite aujourd'hui et ses normes, et je m'inscris en contradiction de ce truc-là. Et donc, peu importe qu'on me voit, moi, comme un marginal débile et précaire toute ma vie, alors qu'en fait, quand tu lui parles, tu te rends compte que ce mec-là, il lit plus que toi, il a probablement beaucoup plus de choses à t'apprendre que l'inverse, tu vois. Et donc ça, c'est assez fascinant. Donc ça, c'est un premier constat qu'on fait. Et un deuxième constat qu'on fait, qui là n'est pas tout à fait le même, c'est que, alors absolument, il y a quand même beaucoup de gens qui dorment dehors, qui subissent cette réalité-là. Ça, on le constate aussi, évidemment. Et parmi ces gens-là, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a pas mal de parcours similaires, pas mal de mecs ou de meufs, mais je dis plutôt mecs parce que quand même dans la rue, c'est une majorité d'hommes, qui nous racontent une histoire similaire, d'anciens jeunes de la DAS. Donc la DAS, c'est l'ancêtre de l'aide sociale à l'enfance. C'est l'État qui place les enfants qui n'ont plus de famille dans des foyers pour que ces jeunes soient accompagnés jusqu'à leur majorité. Et donc, tu as pas mal de mecs qu'on rencontre à ce moment-là dans la rue qui nous disent en fait, moi, j'étais placé à la DAS. Et au moment où je suis sorti de foyer, je suis sorti de la DAS, je me suis retrouvé seul à la rue, en grande galère. Ou des mecs qui nous disent en fait, moi, je suis arrivé... j'ai grandi à Toulouse et à 18 ans, j'ai quitté le domicile familial parce que conflictuel et que ça se passait mal. Je suis monté à Paris et en fait, à ce moment-là, je me suis retrouvé totalement seul à Paris, pas du tout aidé, totalement en galère, et j'ai basculé vers la grande précarité à ce moment-là. Donc en fait, on identifie chez les gens qu'on rencontre pas mal des histoires de fragilité qui ont commencé à éclore entre 18 et 25 ans.
pour d'anciens enfants des foyers ou pour des jeunes qui venaient d'un milieu familial complexe ou qu'ils avaient quitté juste après la majorité, quoi. Donc on identifie cette tranche d'âge 18-25 comme étant une tranche d'âge qui cause ces jeunes de basculer vers la précarité. On se dit, ah ok, peut-être que là il y a un truc à faire sur cette tranche d'âge-là. Et du coup, vous avez décidé, c'est là où vous avez décidé de cibler cette population et même d'aller un peu en amont pour justement éviter que cette situation arrive. Ouais, exact. En fait, nous, notre combat depuis le départ avec Benoît, c'est la grande exclusion, c'est la grande précarité, c'est qu'on ne supporte pas collectivement on puisse accepter que nos concitoyens, des personnes que l'on croise quotidiennement, dont on parle la langue et qui vivent à quelques centaines de mètres de nous, ne vivent pas dignement, tout simplement. Enfin, moi, ça m'a toujours, ce truc-là m'a toujours révolté. Donc, Benoît et moi, c'est ça notre combat. Il s'avère qu'on a identifié qu'en fait, la fabrique de la précarité, pour beaucoup, se situait là, entre 18 et 25 ans. Parce qu'il y a un trou dans la raquette des politiques publiques d'aide sociale entre 18 et 25 ans. Et parce que, et on va peut-être y revenir, l'aide sociale à l'enfance, notamment, organise mal la sortie de ces jeunes enfants de ces foyers et de ces structures. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui basculent dans la précarité au moment de la sortie des foyers. Et globalement, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas soutenus par leur famille entre 18 et 25 ans, qui tombent dans la précarité à ce moment-là. Ok. Et là, du coup, à ce moment-là, pour revenir un peu à la jeunesse du projet, vous décidez de lancer l'asso et comment ça marche ? Tu peux nous parler un peu des programmes que vous avez mis en place ? Ouais. Tu veux que je te le fasse de manière chronologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on commence par faire et ensuite... Ouais. Très bien. Ça va peut-être être un peu long, hein. Peut-être que le podcast va durer plus de 30 minutes, mais T'inquiète pas. En gros, ouais, on se rend compte à ce moment-là qu'on trouve notre cible. À ce moment-là, après ces quelques mois de travail de terrain, on trouve notre cible, les jeunes 18-25 ans, etc. Donc, on était dans la rue. À ce moment-là, on quitte la rue et on se rapproche d'associations qui accompagnent ces jeunes. On se dit, OK, on a trouvé notre cible, on sait quand la grande précarité peut advenir et se mettre en place. Donc maintenant, on va aller voir les assos qui accompagnent ces jeunes-là. Et donc, on rencontre plein d'assos qui accompagnent des jeunes 18-25, dont beaucoup sortent des foyers de l'aide sociale à l'enfance ou ont connu un épisode de rupture familiale. Ce que nous disent ces associations-là, c'est que elles sont en charge d'accompagner socialement ces jeunes, trouver un hébergement, se former, avoir un emploi, trouver une solution de mobilité, etc. Mais qu'au quotidien, c'est très, très difficile d'accompagner ces jeunes parce que la plupart n'ont pas de ressources financières. Parce qu'entre 18 et 25 ans, il n'y a pas de RSA et il n'y a aucun dispositif d'aide sociale publique qui permet à ces jeunes, entre 18 et 25, d'avoir des ressources financières sans que cela soit conditionné à un enjeu d'insertion professionnelle. Je suis désolé, ça fait un peu jargonesque comme ça, mais en gros, c'est si jamais, en tant que jeune entre 18 et 25 ans, tu suis un parcours de formation et d'insertion professionnelle, à ce moment-là, on va pouvoir te soutenir financièrement. Okay. Si ce n'est pas le cas, okay, tu as le droit à rien. Et le problème, c'est que nous, à ce moment-là, les jeunes de ces assos qui sont en semi-rupture, qui sont à risque de basculer dans la précarité, c'est des jeunes. Parfois, ils n'ont pas de toit au-dessus de leur tête. Parfois, ils ont des soucis psy. Ils ont des gros problèmes de confiance en l'autre parce qu'ils ont été rejetés par les foyers dans lesquels ils étaient ou alors ils ont carrément été rejetés par leur famille. Enfin, en gros, tu as un gros travail d'accompagnement qui est préalable, qui est un prérequis à l'insertion professionnelle pendant lequel ces jeunes doivent pouvoir être soutenus financièrement pour pouvoir commencer à travailler leur insertion professionnelle. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tu as la fonction publique, l'État qui dit à ces jeunes formez-vous et soyez insérés pour pouvoir obtenir de l'argent, sauf que les assos disent à ce moment-là à l'État, en fait, ces jeunes-là, pour pouvoir commencer à s'insérer et à se former et à travailler leur projet d'insertion professionnelle, ils doivent être soutenus financièrement. C'est le prérequis, alors que la fonction publique te dit que c'est le résultat final. Donc en fait, on est dans un espèce de paradoxe où les assos, elles n'arrivent pas à accompagner les jeunes parce qu'au quotidien, accompagner un jeune sans ressources, c'est impossible. Ils vont tous... Enfin, tu vois, nous, à ce moment-là, on rencontre des assos. Les jeunes qu'elles accompagnent, ils sont dans la prostitution, dans la délinquance, etc. Pourquoi ? Juste pour avoir suffisamment de ressources au quotidien pour bouffer. Et nous, on a des travailleurs sociaux qui nous disent, moi... mes jeunes, ils loupent leur rendez-vous une semaine sur deux parce que, en fait, c'est une jeune femme, elle est en pleine passe, elle est en train d'assurer une passe pour pouvoir se nourrir le soir même ou se payer une chambre d'hôtel. Ou j'ai un jeune garçon, là, je sais qu'il est en train il est sur une chaise dans la cité pour vendre du shit parce que il a pas de quoi bouffer ce soir.
Et donc, ce que nous disent ces assos, c'est si vous voulez faire quelque chose pour ces jeunes et si vous voulez nous aider, débrouillez-vous pour les soutenir financièrement. Comme ça, nous, on pourra travailler avec eux. Et donc, c'est ça qu'on fait. On commence par ça en 2019-2020. On va chercher auprès de nos réseaux de petits mécènes qu'on trouve comme ça, des concours à l'entrepreneuriat qu'on gagne, quelques milliers d'euros qu'on verse à des jeunes qui sont accompagnés par ces assos qu'on rencontre et qu'on connaît pour qu'ils puissent rester sur leur parcours d'insertion. Et ça marche. Et ça marche. Au bout de quelques mois, tu vois, on soutient une première, 20 jeunes début 2020, entre début 2020 et la mi-2020, c'est 20 jeunes qu'on soutient financièrement, à qui chaque mois on verse une aide financière qui varie entre 300 et 800 euros par mois. Et ce que nous disent les travailleurs sociaux avec lesquels on bosse, c'est non seulement les jeunes viennent plus au rendez-vous, mais en plus de ça, on ne sait pas trop ce que vous êtes en train de faire, mais ils changent de posture. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont plus motivés, ils ont plus envie, ils nous regardent dans les yeux, ils sourient quand ils arrivent en entretien, ils ont des idées, ils nous parlent de leur avenir, là où avant, ils se projettent, là où avant, il fallait leur tirer les verres du nez pour qu'ils aient une quelconque idée de ce qu'ils ont envie de faire après. Et donc, on se rend compte, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces 20 premiers jeunes qu'on commence à soutenir financièrement, Benoît et moi, qui sommes toujours, et d'ailleurs on l'est toujours aujourd'hui 5 ans après, mais à ce moment-là, on est dans une logique très main dans le cambouis, comprendre, aller le plus au cœur possible de notre sujet. Donc les jeunes qu'on soutient financièrement, on passe aussi beaucoup de temps avec eux. On passe du temps avec eux, on va boire des cafés avec eux, on va manger avec eux, on passe des après-midi à jouer au foot avec eux, etc. Donc on devient potes, en fait, avec cette vingtaine de premiers jeunes. On devient assez proches, et il y en a notamment quelques-uns où on devient vraiment potes, Benoît et moi, individuellement avec eux. Et en fait, ce lien social, on se rend compte que ça permet aux jeunes... c'est un peu compliqué à dire de cette manière, mais disons que être inséré socialement permet d'ouvrir des perspectives et redonne envie à ces jeunes de faire des efforts pour construire un projet et pour s'insérer. Absolument. Là où... Avant, en fait, nous l'ont dit, c'est quelques jeunes avec qui on devient potes, ils nous disent, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai un pote comme toi. Moi, j'ai déjà des jeunes qui m'ont dit ça, et quand tu dis, un pote comme moi, ça veut dire quoi ? C'est un pote qui n'est pas placé en foyer, qui n'a pas sa famille qui l'a rejeté, qui n'est pas en situation de grande précarité, à moitié dans la rue. Et c'est la première fois que ces jeunes-là ont des liens horizontaux et amicaux avec des jeunes comme Benoît et moi, c'est-à-dire des jeunes... D'autres classes voilà, sociaux. On a fait des études, on a un taf, on n'a pas eu de rupture familiale, ça roule pour nous. En fait, vous avez ouvert une porte des possibles, quoi. On a rendu, je pense que d'une certaine manière, et là je vais tenter de dire ça sans aucune arrogance, mais je pense qu'on leur a rendu une forme de dignité dont ils avaient été privés jusqu'à maintenant, parce que quand tu es un jeune en galère, que tu es placé à l'ASE ou que tu es en rupture dans la rue, soit tu vois des travailleurs sociaux qui vont te dire quoi faire, quand le faire, etc. C'est très très vertical souvent le travail social. Soit tu rencontres des gens qui vont te mépriser au quotidien parce qu'ils voient bien de toi que tu es une personne précaire. Et nous, on les a pas considérés comme personnes précaires, on les a considérés comme des jeunes. Et ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Pour la première fois, on a l'impression d'être en lien avec des jeunes pas tout à fait comme nous, mais qui nous considèrent comme s'ils étaient comme nous. Et je pense que ça leur a rendu une partie de leur dignité. Et d'une certaine manière, ça change totalement la posture, quoi. Tu ne te considères plus comme un bénéficiaire, tu récupères ton unicité, tu te dis, en fait, je suis juste un jeune avec des problèmes matériels, mais je suis juste un jeune, j'ai des rêves, j'ai des aspirations, et on va y aller, quoi. J'ai des envies de jeune, j'ai envie de faire un foot, j'ai envie de boire un verre, etc. Et avec nous, ce truc-là, ils le retrouvaient. Et donc, en fait, on se rend compte à ce moment-là que les soutenir financièrement, c'est essentiel, c'est absolument essentiel pour qu'ils restent concentrés sur leur démarche, mais qu'en plus de ça, si tu les insères socialement, plus ces jeunes sont socialement insérés, plus ils auront de chances que leur démarche d'insertion globale et d'accès à l'autonomie et à une vie normale aboutisse. Et donc là, on se dit, ok, ce qu'on a fait avec Benoît, là, ça a de la valeur, mais on ne va pas pouvoir le faire pour tous les jeunes à l'avenir, donc on lance la première promo du programme Côte à Côte, de ce qui est devenu aujourd'hui le programme Côte à Côte, dont le principe est celui-là, c'est-à-dire qu'on crée des binômes entre ces jeunes en situation de vulnérabilité et des jeunes bénévoles qui ont le même âge, mais qui sont des jeunes plutôt au profil de Benoît et moi, c'est-à-dire des jeunes étudiants, des jeunes actifs,
pas en galère, plutôt insérés, et avec qui va se nouer une relation horizontale dont l'objectif est de sortir de l'isolement, mais c'est aussi de travailler ce qu'on se disait, le développement et le renforcement de certains codes, se projeter, faire des choix, construire un projet de vie, prendre la parole en public, être capable d'interagir avec des personnes que je ne connais pas, etc., qui sont des choses qui ne sont pas faciles quand toute ta vie tu as été enfermé dans un foyer à être accompagné par des travailleurs sociaux. Donc en gros, c'est ça qu'on a commencé à faire chez Atelier d'Avenir, c'est du soutien financier pour les jeunes sans ressources pour qu'ils restent concentrés sur leur parcours d'insertion et un programme de lien social qui s'appelle Côte à Côte pour sortir de l'isolement et pour travailler des compétences qui te servent ensuite à devenir un adulte autonome. Donc ça, c'est le premier programme qui reste le programme phare que vous avez à l'heure actuelle. Et du coup, c'est combien de gens à peu près qui sont impliqués Combien de jeunes sont passés par le programme Côte à Côte depuis 2020-2021, je pense qu'on a dû constituer 300 binômes. Ouais. Donc 300 jeunes vulnérables qui ont été mis en binôme avec 300 jeunes du même âge. Et on a des histoires de ouf. Ça a changé la vie de certains, tu vois. Enfin, on a des jeunes femmes qui étaient très, très isolées, qui étaient enceintes dans la rue, etc. Et donc, après, là, on parle aussi des autres programmes de l'ASSO, mais ouais, c'est certaines de ces jeunes femmes, parce qu'on a eu plusieurs situations comme ça de jeunes femmes enceintes ou avec enfants à la rue. Et grâce au programme Côte à Côte et un accompagnement en parallèle par un travailleur social, ont pu accéder à l'hébergement, être accompagnés dans leur maternité par d'autres jeunes femmes de leur âge qui connaissaient mieux peut-être les codes de tout ça, sortir de l'isolement et en parallèle sortir de la précarité. Enfin, en fait, ce truc-là, c'est un combo gagnant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer l'inclusion ou l'insertion des personnes précaires sans l'inclusion sociale et le lien social. C'est absolument essentiel de penser les deux en parallèle. Et du coup, donc il y a le premier programme Côte à Côte, et après, ça a donné quoi en termes d'évolution pour chapitre 2 Comment vous avez... Parce que tu nous as parlé aussi d'autres briques. Ouais. Comment vous les avez imbriquées Ouais, du coup, je continue à le tirer le fil, parce que c'est toujours comme ça que ça se fait. Le troisième... Enfin, l'action... Notre autre action phare, tu le disais, aujourd'hui, on a 2 actions phares. On a donc le programme Côte à Côte et l'autre, c'est un service de suite. Service de suite parce qu'on a des travailleurs sociaux salariés qui prennent la suite à la sortie de l'aide sociale à l'enfance pour des jeunes qui ne sont pas insérés et qui font face encore à des difficultés à ce moment-là, voire qui décrochent totalement et se retrouvent à la rue, à la sortie des foyers. Ce truc-là... En fait, on s'est rendu compte, sur le programme Côte à Côte, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient placés à l'aide sociale à l'enfance lorsqu'ils participaient au programme, donc des jeunes qui avaient entre 16, 17 et 21 ans, parce que l'ASE à Paris, l'aide sociale à l'enfance, ça finit à 21 ans. Et donc, dans le programme Côte à Côte, en 2020 et en 2021 et 2022, on a pas mal de jeunes qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance et qui, pendant le programme, voient la fin de la prise en charge arriver. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont dans le programme Côte à Côte, à ce moment-là, l'État arrête la prise en charge en foyer et ils se retrouvent à la rue. Et donc nous, à ce moment-là, en 2021-2022, on a de plus en plus de jeunes qui participent au programme et qui sont en binôme avec un jeune du même âge, qui se retrouvent à la rue, d'un coup, sortis de foyer, et qui nous disent, qu'ils se tournent vers nous, en fait, parce qu'ils sont sur le programme Côte à Côte, qu'on crée du lien autour de nous, etc., autour d'eux, etc., et ils se tournent vers nous en nous disant, voilà, moi je suis à la rue, qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc, et à ce moment-là, nous, on faisait pas de travail social, tu vois, on commençait à aborder ces sujets-là, mais on n'avait pas en tête l'ensemble des enjeux, et donc on deep dive. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent non accompagnés ? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui sont censées prendre le relais à la sortie de l'aide sociale à l'enfance ? Et donc, on met le nez dans tout ça et dans comment est-ce que le social se construit en France. En France, c'est très simple. À la sortie de l'aide sociale à l'enfance, c'est le droit commun. C'est le monde de l'insertion et du droit commun qui prend le relais. En gros, c'est les services sociaux et les services d'insertion par l'emploi pour les 18 ans et plus. Sur l'emploi, c'est Pôle emploi et les missions locales. Et sur le social, c'est les services sociaux d'un département. À Paris, par exemple, ce sont les CCAS, donc les centres communaux d'action sociale de la ville de Paris. Bref, c'est les acteurs d'un territoire financés par les départements qui accompagnent les publics précaires. Le problème étant qu'il n'y a aucun dialogue entre le monde de la protection de l'enfance et le monde de l'insertion et du droit commun. Et donc, en fait, au moment de la fin de la prise en charge par les foyers, les jeunes, ils sont juste mis
à la porte du foyer le jour de leurs 18 ou de leurs 21 ans avec leur valise, mais il n'y a aucun passage de relais avec un suivi qui serait organisé et coordonné. Personne ne va s'assurer que la suite Personne ne s'assure de quoi que ce soit. Parfois, les éducateurs qui accompagnent les jeunes jusqu'à leurs 21 ans vont leur dire « Ah bah tiens, t'as un CCAS qui est au 30 rue de la République là-bas, vas-y ». Avec juste un petit bout de papier avec l'adresse dessus. Pour des jeunes qui sont pas autonomes, qui sont à ce moment-là tétanisés, qui ont personne autour d'eux, etc., c'est quasiment impossible de penser que le passage de relais va se faire sur une simple orientation, sur un bout de papier, sur un post-it, comme ça. Ce passage de relais, il doit être accompagné. Et nous, on se rend compte à ce moment-là que, alors non seulement il n'est pas accompagné, que en plus, même les jeunes qui sont les plus autonomes parmi ceux-là et qui effectivement vont dans ces services sociaux du territoire, en fait, ces services sociaux-là ne sont pas outillés pour accompagner des jeunes, tout simplement. C'est des services sociaux qui, en général, s'adressent aux grands précaires, aux personnes de la rue, qui vont proposer un café le matin et de quoi peut-être laver tes vêtements ou refaire ta domiciliation, refaire tes papiers, mais sur un accompagnement qui doit être dédié et spécifique à des jeunes qui ont 18 ans, qui se posent des questions de tout ordre, qui en plus sont tétanisés, ou sur lesquels il y a un enjeu aussi d'affect, parce que c'est des jeunes en construction, et ben en fait, ces services sociaux-là ne sont tout simplement pas outillés pour accompagner ce public-là. Donc même les jeunes qui arrivent à aller en CCAS et à demander de l'aide auprès des services sociaux d'un territoire, bah ça marche pas. Ça marche pas parce que les modalités que j'évoquais de prise en charge et d'accompagnement sont pas adaptées au public, et parce qu'un travailleur social en CCAS à Paris va accompagner 200 personnes, là où, quand toi, tu es un jeune de l'aide sociale à l'enfance, au quotidien, c'est un éducateur pour 5 jeunes. Donc, en gros, ces jeunes, ils ont besoin d'être pris par la main. C'est l'enjeu de l'autonomie, c'est qu'à 18 ans, tu es un bébé, tu sais rien faire, il te faut un travailleur social dédié qui va prendre des nouvelles tous les 2 jours et suivre avec... c'est vraiment un suivi quotidien. Et suivre tes démarches de manière rigoureuse. Si tu vas dans des services sociaux de secteur où tu as un travailleur social qui suit 200 personnes et qui, en gros, va prendre des nouvelles une fois par an, ça ne marche tout simplement pas. Et donc ça, on fait ce constat-là en 2022. Et donc, on se dit, en fait, il n'y a personne pour accompagner ces jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. On va le faire. Et donc, moi, je vais chercher à ce moment-là... Il n'y avait vraiment aucune asso sur ce sujet ? Il n'y en a toujours pas. On est les seuls. On est quasiment les seuls. Non, il y en a que les gens n'ont pas vu qu'il y avait un besoin parce que c'est un peu nébuleux ou c'est... En fait, je pense que, tu sais, on a tous en tête et on en parle souvent même aux infos. On dit une personne à la rue sur 3 est un ancien de l'aide sociale à l'enfance. Et ils sont aussi surreprésentés en prison, etc. Mais on rentre jamais dans le pourquoi, tu vois. Et nous, on est allé sur le terrain. On est allé avec les jeunes qui sortaient des foyers avec leurs valises. On a essayé d'aller avec eux en CCAS pour voir comment ça se passait. Et on a bien fait le constat à ce moment-là qu'il y avait que l'architecture théorique en pratique ne fonctionnait pas. Ouais. Mais ça, c'est un constat que même les pouvoirs publics commencent à peine à faire. C'est-à-dire que moi, le nombre de rendez-vous que j'ai eu au département de Paris où j'ai dit il n'y a personne pour accompagner les jeunes à la sortie de l'ASE et où on m'a répondu si il y a les services sociaux de droit commun qui prennent le relais et où je dois me battre pour leur montrer qu'en pratique, ce passage de relais, il est impossible. J'ai eu pas mal de rendez-vous comme ça et petit à petit, je pense qu'on commence à s'en rendre compte et c'est pour ça d'ailleurs que le département de Paris aujourd'hui travaille avec nous sur ce sujet. On est aujourd'hui la seule association à Paris avec laquelle les services de l'aide sociale à l'enfance du département travaillent en direct pour orienter les jeunes à la sortie. Mais c'est quand même fou de se dire qu'il a fallu attendre 2022 pour que vous arriviez pour qu'il y ait un truc qui change, quoi. Je te dis ça, c'est pas tout à fait vrai. Nous, quand on débarque en 2020, il y a un dispositif qui existe qui s'appelle la Touline, qui est un service des apprentis d'Auteuil. Apprentis d'Auteuil, grosse association de protection de l'enfance, donc il y a beaucoup de foyers, etc. Eux, ils ont aussi un service de suite. Donc la Touline, c'est un service de suite, mais qui, à ce moment-là, quand on les rencontre, nous, en 2019-2020, est réservé exclusivement aux jeunes qui ont été placés dans des foyers apprentis d'Auteuil, donc pas aux autres, parce que sur le département parisien, il y a des jeunes qui ont été placés apprentis d'Auteuil, mais la plupart n'ont pas été placés aux apprentis d'Auteuil. Et surtout, et c'est là que nous, on le fait un peu différemment, ne s'articule pas avec les services de l'aide sociale à l'enfance en amont, mais ils vont choper des jeunes qui ont déjà connu une rupture à la sortie des foyers et auxquels ces jeunes vont pouvoir faire appel. Donc en gros, eux, c'est un accueil. Et donc un jeune qui entend parler d'eux et qui aurait connu un parcours de placement pourrait faire appel à eux, mais c'est post-rupture. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient avant
les ruptures, avant la fin de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, on commence déjà à co-accompagner les jeunes qu'on a identifiés avec les services de l'ASE comme étant à risque de faire face à une rupture au moment de la fin de la prise en charge. Le but étant de l'éviter. C'est ça. Le but, c'est de s'articuler en amont avec l'aide sociale à l'enfance et en aval ensuite avec le monde du droit commun et de l'insertion pour que ce passage de relais se fasse de manière fluide et qu'il n'y ait plus les ruptures entre les deux. C'est ça ce qu'on essaie de faire sur le service de suite. Et ça, on l'identifie donc parce qu'en 2021-2022, on est sur le terrain, on est sur côte à côte. Il y a des jeunes qui arrivent en fin de prise en charge et donc on embauche une première travailleuse sociale Victoire à ce moment-là. Vraiment bout de ficelle, hein. Vraiment on fait les trucs ça vraiment à l'instinct quoi. Et en fait ça marche, on fait ça fin 2022, on embauche Victoire, on lui dit écoute, on sait pas trop où on va, mais ce que tu vas faire là pendant 1 an, c'est proposer un accompagnement individuel à des jeunes qui arrivent en fin de prise en charge et qui font face à des difficultés. On travaille avec des foyers en direct et en fait courant 2023, les services de l'aide sociale à l'enfance du département entendent parler de ce qu'on est en train de faire, voient que ça marche et nous disent en fait vous allez travailler uniquement avec nous maintenant et non plus avec les établissements sur le terrain. Et donc là, je vais faire peut-être une petite mise en contexte un peu barbare. Mais en gros, l'aide sociale à l'enfance, c'est un dispositif départemental. Donc, je vais le prendre autrement. L'aide sociale à l'enfance, c'est le département qui prend en charge et finance la prise en charge des jeunes placés sur son territoire, mais les jeunes sont placés dans des foyers qui sont gérés par des opérateurs qui sont des associations. Donc nous, on travaillait uniquement avec les opérateurs jusqu'en 2022-2023, et en fait, le département donc, qui a la référence de ces jeunes et qui a la responsabilité de ces jeunes jusqu'à la fin de la prise en charge, nous dit en fait on veut plus que vous travailliez en direct avec les opérateurs, vous allez travailler avec nous et avec nos services et c'est nous qui allons vous orienter les jeunes à la sortie. En fait tu remontes la chaîne. Je remonte la chaîne, exact. Et du coup là on voit que c'est le programme le 2e et du coup aujourd'hui vous en êtes où déjà on n'a pas parlé, vous êtes combien chez Chapitre 2? On est 18-19 aujourd'hui, Benoît me le rappelait tout à l'heure, on est 10 salariés, 2-3 alternants, 3-4 services civiques, stagiaires, on est 18-19 en ce moment, à Paris. Ça, c'est hors tous les bénévoles. Ouais. Et du coup, au niveau de l'asso, vous en êtes où en termes de programme Du coup, je crois est-ce qu'il y en a un troisième? Ouais. En gros, ce qui s'est aussi passé l'an dernier, c'est qu'on a fusionné avec une autre asso qui avait le même public, les mêmes partenaires, donc travailler avec l'aide sociale à l'enfance sur la même tranche d'âge jeune. Mais au lieu de travailler l'insertion sociale, eux travaillent depuis 20 ans sur l'insertion professionnelle. Et donc, en fait, on avait le même public, les mêmes partenaires et des offres de services assez complémentaires. Et cette association avait un enjeu de cession de ses activités l'année dernière parce que les fondateurs partaient à la retraite. Et donc, ils nous ont sollicité. Pendant 6 mois, on a réfléchi, on a fait un peu notre due deal sur la pertinence d'une potentielle fusion. On a été accompagné sur ces enjeux, d'ailleurs par une super structure qui s'appelle Sillage. Je leur fais un petit big up, Arthur et Barbara, parce qu'ils nous ont quand même vachement aidé là-dessus. Et donc, on a fini par fusionner, Tirelire d'Avenir a fusionné avec Capital, fin 2023 pour donner Chapitre 2. Et donc, Chapitre 2, aujourd'hui, c'est de l'insertion sociale avec le programme Côte à Côte, et avec ce service de suite qui prend la suite de l'aide sociale à l'enfance, et de l'insertion professionnelle, avec un programme de coaching individuel par des bénévoles. Donc on mobilise des bénévoles qui vont coacher un jeune sur un objectif d'insertion professionnelle, donc obtenir un stage, obtenir un emploi, se former à tel métier, etc. Et on organise aussi des ateliers, des rencontres avec des professionnels de différents secteurs pour ouvrir les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance au monde de l'entreprise et au monde de l'après. Parce que et depuis tout à l'heure, on en parle et on tourne un peu autour du pot, mais en gros, un des gros sujets de l'aide sociale à l'enfance, c'est que c'est un vase qui est très, très clos. C'est-à-dire que lorsque tu es un jeune placé au sein de l'aide sociale à l'enfance, non seulement tu connais pas le monde professionnel, tu sais pas quels parcours pro te sont accessibles et ouverts, parce qu'en fait, ces jeunes-là, ils sont bridés de ouf par l'institution. Très rapidement, on leur dit, en fait, tu ne pourras pas faire d'études longues, donc c'est pas pour toi, ça ne sert à rien de t'intéresser à tous ces métiers. Toi, ce que tu pourras faire, c'est cariste, bosser dans le BTP, ou être caissier ou manutentionnaire, d'une manière un peu schématique, mais la réalité, c'est souvent ça.
Donc non seulement sur le monde de l'insertion pro, ils n'ont vraiment pas idée de la palette des métiers qui existent, mais même sur le monde tout court, le monde réel. C'est-à-dire que avoir une interaction simple avec quelqu'un que je connais pas, que je vais rencontrer dans un café et avec qui je vais parler 5 minutes, c'est un truc qui leur est mais totalement étranger. Jouer au foot avec des gens que je connais pas et qui sont des gens pas de ma structure ou pas de mon quartier, c'est un truc qui leur est étranger aussi. Donc c'est un vase clos dans lequel ces jeunes baignent avec des professionnels du travail social qui souvent font tout ce qu'ils peuvent, mais ça reste insuffisant parce que ces éducateurs-là, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas accompagner éducativement ces jeunes au quotidien, leur montrer ce que c'est que l'insertion professionnelle, créer un lien d'affect. Enfin bref, le poids et la responsabilité qui pèsent sur ces métiers qui sont en plus beaucoup trop sous-payés et parfois démesurés. Et donc, en fait, voilà, manque de moyens en protection de l'enfance qui fait que les foyers sont un monde très clos duquel ces jeunes doivent sortir et s'extraire avant la fin de la prise en charge. C'est-à-dire que si on attend 18 ans avant de créer des liens pour ces jeunes avec l'extérieur, c'est souvent trop tard. C'est pour ça que nous, et tu le disais tout à l'heure, je crois, Damien, ou c'était toi, Sophie, qu'on accompagnait les jeunes entre 18 et 25. Ouais, 18-25, nous, c'est le cœur de notre public. Mais en fait, là, depuis un an, on accompagne aussi dès 14 ans. Ouais. Dès 14 ans, on propose le programme Côte à Côte et on propose les programmes d'insertion pro pour créer des ponts entre ces jeunes et le monde extérieur et commencer à travailler leur autonomie, leur ouverture sur le monde, leurs aspirations. Enfin voilà, l'idée c'est de poser les briques de tout ça le plus tôt possible, quoi. On voit que du coup que la palette d'outils que vous avez à votre disposition, elle grandit. Alors après, quand on t'écoute, on voit qu'en fait le problème il est immense en France. C'est quoi un peu ta vision et aussi les prochaines étapes? Et peut-être je pense que tu peux mentionner rapidement aussi le Z-Event. Ouais. Bah en fait, tu vois, aujourd'hui à Paris, on est assez reconnu par l'écosystème. Je pense qu'on est même devenu incontournable. Une référence. Ouais, un peu incontournable. Et une fois de plus, j'ai tendance j'ai du mal à nous lancer des fleurs. Pour moi, le combat ne fait que commencer. Mais aujourd'hui, à Paris, force est de constater qu'on est devenu incontournable sur ce sujet, que toutes les associations et tous les acteurs qui gravitent autour de la prise en charge des jeunes en galère de 16 à 25 ans connaissent Chapitre 2, font appel de plus en plus à Chapitre 2. Tu vois, aujourd'hui, tous nos programmes sont au max des capacités. On a des files d'attente pour les entrées sur tous les programmes, donc ça marche. Et on a en plus construit des liens avec l'ensemble des partenaires institutionnels qui sont la référence sur nos sujets, donc le département, la région et l'État. Et aujourd'hui, on est à une phase de notre histoire, à l'aube de l'essaimage, si j'ose dire. On est même contacté par des départements qui entendent parler de ce qu'on fait à Paris et qui nous disent ça m'intéresse, je vois que ce que vous faites à Paris, ça a l'air de fonctionner, venez le faire chez nous. L'enjeu de ce truc-là, et c'est un peu c'est bien, ça va faire le lien avec le The Event, c'est que on a besoin absolument sur notre sujet d'être en partenariat et soutenu par ses partenaires institutionnels. L'aide sociale à l'enfance, c'est le département. Tu ne peux pas travailler sur un territoire, sur nos jeunes, si tu n'as pas la confiance du département. Si le département ne te dit pas « je suis intéressé par ce que vous faites et on peut nouer un partenariat, signer une convention », enfin, en gros, je légitime votre arrivée sur mon territoire, tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat social, dans l'ESS, tu as vachement de modèles disruptifs qui se basent sur cette contradiction et dire, OK, moi, en fait, je vais faire les choses mieux que la fonction publique et arrive à le faire. Au lieu de s'adosser avec... Voilà, nous, on ne peut pas le faire mieux et à la place de la fonction publique, on est obligé de faire avec. Parce c'est leur prérogative. C'est leur prérogative et ça, c'est même idéologique et politique de notre part. C'est-à-dire qu'on ne privatisera jamais le monde de la protection de l'enfance. C'est la responsabilité de l'État. Donc, on est obligé de travailler avec et nous, on ne peut pas penser notre déploiement à l'avenir national, etc., indépendamment de la légitimité que confère le soutien de ces partenaires-là. Donc on est obligé de tabler dessus. Par contre, et c'est là qu'est tout le paradoxe, ces départements, ils ont les poches vides. Donc en gros, ils te disent, je suis très intéressé que tu viennes sur mon territoire, mais par contre, j'ai pas d'argent. Il faut que tu ailles trouver la thune. Voilà, ou très peu d'argent, sachant que nous, en plus, on a construit un modèle où on met l'emphase sur la qualité de l'accompagnement, sur le lien humain, etc. Donc, ça coûte cher. C'est-à-dire que jamais de la vie, même des départements très riches, ne peuvent prendre en charge 100% de ce qu'on coûte. Dispositif. Donc, on sera obligé, et c'est dans le modèle, d'aller chercher des cofinancements privés. Dans le cas... avis à bon entendeur, si vous nous écoutez. Absolument. Et tu vois, à Paris...
c'est un peu plus simple parce que le département de Paris a plus d'argent que d'autres départements. Là, moi, en ce moment, je suis en contact avancé. On est en train de travailler une convention avec le département des Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a quasiment... Enfin, le département a très, très peu d'argent pour ces sujets. Là, en gros, sur les 2 premières années où on va être là-bas, c'est 0. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils nous disent, c'est oui, on légitime votre action et on veut que vous veniez vous installer. Donc, on signe une convention. Mais par contre, débrouillez-vous pour le payer. Bon, ça, c'est imparfait, mais disons que le Z-Event, donc on a participé au Z-Event, on a fait partie cette année des 5 associations bénéficiaires du Z-Event, et donc ça c'est incroyable, on va récupérer entre 1,5 et 2 millions d'euros. Cette somme d'argent va nous permettre sur les 3 à 5 prochaines années d'opérer ce déploiement national dans au moins 5 grandes villes de France sur les 2-3 prochaines années. Et voilà, et en gros et de se mettre d'accord avec ses partenaires institutionnels et notamment les départements pour qu'ils prennent le relais une fois qu'on aura fait nos preuves. Nous, ce qu'on leur dit, c'est OK, on est OK pour venir sur votre territoire et que ce soit gratuit pour vous. Donc, on finance à 100% par du privé ou par nos propres moyens ces actions qu'on lance sur votre territoire. Par contre, il faut qu'on ait l'assurance que d'ici 1 an ou 2, pérenniser. Voilà, vous preniez le relais, au moins sur une partie des financements. Vous n'aurez peut-être pas les moyens de prendre en charge 100% de ce que ça coûte, mais au moins sur une partie de ce que ça coûte, vous prenez le relais, quoi. Et comment vous faites avec Benoît et même avec l'équipe? On en a parlé un peu en off tout à l'heure, pour garder les motivations et pas être submergé par les émotions négatives quand il y a des situations où c'est le serpent qui se mord la queue et ça n'avance pas parce que je sais pas. Et des parcours de vie aussi hyper difficiles auxquels comment tu fais face. pour rester perso bien? Bah ouais, c'est compliqué. C'est ce que je te disais tout à l'heure en off, Benoît et moi, aujourd'hui, on est quand même moins en contact avec les jeunes, donc c'est moins pour nous que se posent ces questions, mais du coup, c'est pour notre équipe de professionnels incroyables. C'est toutes des meufs et c'est toutes des meufs de ouf. Et d'ailleurs, ça, faut le souligner, il y a quand même très peu de gars qui s'engagent dans nos métiers, dans le social. Tu vois, même nous, au sein de l'asso, on est les seuls salariés mecs et on est les cofondateurs. Donc ça. Il y a un sujet là aussi, tu vois, sur ces métiers qui sont mal payés, mal valorisés. Nous, est-ce que je me serais engagé dans l'asso si je n'en avais pas été le fondateur? Je ne sais pas. Enfin voilà, bref, on va pas digresser là-dessus, mais c'est un vrai sujet. Et donc nous, on a une équipe de professionnels qui sont des meufs de ouf et qui sont au contact de ces réalités complexes au quotidien. On a mis en place des groupes d'analyse des pratiques, qui est un truc dans le social qui se fait pas mal. Donc, tu as des professionnels de la psychologie, de l'accompagnement, etc., qui viennent une fois par semaine passer un temps avec notre équipe pour débriefer un peu les situations auxquelles elles ont fait face, comment elles les ont vécues. Est-ce que le collectif qui est là pendant l'atelier peut trouver des solutions, rassurer comment est-ce qu'on... collectivement, on s'arme et on s'outille pour faire face à ces difficultés-là. Moi, j'essaye d'être vachement présent au quotidien, dans l'informel notamment, pour demander comment ça se passe à tout le monde, à tout moment. Mais du coup, ça me demande d'être au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je suis plus en contact avec les jeunes, mais je mets quand même pas mal d'efforts à être au courant de chacune des situations individuelles qu'on accompagne, parce que c'est là-dessus que je peux échanger avec mon équipe sur ah bah tiens, t'as vu Kevin cette semaine, comment il va, comment est-ce que toi tu t'es senti, parce que Kevin en ce moment ça va pas, donc est-ce que toi t'arrives à prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Enfin voilà, donc moi j'essaie d'être présent. Et après je pense qu'on a mis en place s'il y a bien un truc qui caractérise chapitre 2, c'est la convivialité au sein de l'asso. C'est-à-dire que on s'entoure de personnes qui nous ressemblent et avec qui on s'entend bien. Et donc, il y a une ambiance qui est quand même très, très sympa. Et ça, c'est probablement ce que te dira l'équipe en premier sur chapitre 2, c'est qu'on est dans un environnement de travail qui est très informel et très sympa et très convivial. Sans que ce soit non plus la culture du happiness à tout moment, tu vois, mais c'est juste, on s'entend très bien et on se dit des choses et on est... Vous êtes bienveillant. Voilà, on est bienveillant, mais sans que ce soit un culte non plus, tu vois, c'est un vrai truc... Donc ouais, je pense que mais c'est imparfait, hein, c'est-à-dire qu'il y a forcément des moments où tu es affecté, mais je pense que c'est aussi... C'est humain. C'est humain, et, ouais. Tu vas avoir aussi Du coup, vous allez aussi avoir un enjeu où quand vous allez grandir, c'est réussir à garder un peu cet ADN de convivialité, de bienveillance, d'échange. Parce que même si le but de l'asso, c'est quand même d'adresser tout le problème qui est national,
de pouvoir garder un safe space. C'est clair. Ça, c'est une des questions qu'on se pose vachement avec Benoît en ce moment, c'est comment est-ce que, en ouvrant des antennes hors Paris, on réussit à garder le même modèle, la culture. Tu vois, cet ADN culturel. Parce que nous, on a fait les choses de manière très, très organique. Tu vois, on a fait les choses, quoi. Donc aujourd'hui, il s'avère que ça a donné ce résultat et qu'on est ravis du résultat. Mais si on devait le répliquer ailleurs, je sais pas si... il nous faut des process, quoi. Donc, on est en train de le réfléchir en ce moment. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont spécialisés de la culture d'une organisation, on est preneurs de vos tips. C'est ce que j'allais dire. Avis aux auditeurs, si vous avez des petits feedbacks ou des choses. Est-ce que tu as peut-être le mot de la fin, parce que le temps passe. Est-ce que tu as un appel à bénévoles à faire, un message à faire passer à ceux qui nous écoutent ? Bah ouais, carrément. Nous, on est... Donc je vous le disais, tous nos programmes, ils sont pleins actuellement. On a des jeunes en liste d'attente dans tous les sens, notamment sur les programmes de coaching par un bénévole qui aide un jeune sur son projet d'insertion pro ou sur le programme Côte à Côte. On a vachement de demandes de la part de jeunes et on a trop peu de bénévoles à matcher avec eux, que ce soit sur Côte à Côte ou sur l'insertion pro. Parce que le bénévolat est une denrée rare. C'est pas simple de recruter des bénévoles. Donc si jamais vous êtes... alors si vous avez entre 18 et 25 ans et que ce que je vous dis vous intéresse, venez participer au programme Côte à Côte. Et si vous avez plus de 25 ans et que vous avez envie de donner ne serait-ce que 2-3 heures dans l'année à un jeune qui a besoin de vos conseils, venez, on est vachement preneurs. Tout à fait. Si ces messages résonnent en vous, n'hésitez pas à contacter Louis ou à nous contacter nous et on vous fera l'intro. Et merci, on a été ravis de partager ce moment ensemble, c'était hyper intéressant. Et on vous souhaite beaucoup de courage et surtout bravo. Merci Damien, merci Louis, à hyper bientôt. Inspirant. Ciao. Ciao. Ciao.